Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, alors la partie qu'on va faire aujourd'hui n'est pas franchement la plus passionnante de tout le cours de thermodynamique, puisqu'il va falloir poser pas mal de définitions, du moins dans le grand 2, dans le grand 3, on verra des choses sur l'énergie et puis on apportera de nouvelles choses. Mais là, l'idée est de se mettre d'accord sur que signifie chacun des termes, comment les utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions qui naissent entre personnes qui essayent de parler de la même chose quand ils ne sont pas mis d'accord sur les termes qu'ils vont utiliser. Donc là, on va introduire un certain nombre de vocabulaire en thermodynamique, notamment au départ pour le système thermodynamique, pour les échanges qu'il va y avoir, etc. Alors, on appelle un système thermodynamique, donc un système thermodynamique, ça va être un ensemble de particules, donc on l'appelle généralement le système sigma pour le grand S de système. Vous verrez que grand S va être utilisé pour l'entropie, on ne peut pas l'appeler juste S. Donc c'est un ensemble de corps ou de particules. C'est comme en mécanique, hein, il faut bien se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que le système qu'on est en train de prendre. Est-ce que c'est le pendule? Est-ce que c'est le pendule plus le fil? Est-ce qu'il y a une tige dans l'affaire, etc. Donc ensemble de corps ou de particules qui sont contenus dans une surface fermée S. Alors ce qui est important, c'est que cette surface, elle est potentiellement déformable, a priori. C'est-à-dire que la frontière du système va pouvoir accompagner le déplacement des particules. Si on veut, on peut très bien définir un système où la surface est fermée et puis dès qu'une particule sort de cette surface, ben, elle ne sera plus considérée comme faisant partie du système. Définissant donc un volume V. Et pour que ce soit thermodynamiquement cohérent, il va falloir que ce système contienne un grand nombre de particules. B, on doit avoir suffisamment de particules. On va même carrément mettre un grand nombre de particules pour qu'on puisse définir en tout instant, de sorte que les grandeurs macroscopiques, telles que la pression ou la température, macroscopiques, telles P et T, soient bien définies pour le système. Comme on a vu dans la partie précédente, que la pression, en fait, c'était des chocs des particules sur la paroi. La température, ça mesure une certaine agitation des dites particules. Il faut qu'on en ait suffisamment pour pouvoir faire des moyennes qui aient du sens et qui soient bien correctement récupérées, donc soient bien définies pour le système. Donc un tel système, on peut avoir bien sûr un gaz dans un récipient, mais on peut très bien prendre comme système le piston qui va appuyer sur le gaz, une résistance qui va chauffer et interagir avec le gaz. On peut mettre le gaz plus la résistance, une masse d'eau qu'on va essayer de faire chauffer. Je vous parlerai très souvent de l'eau que vous utilisez pour faire chauffer vos pâtes. Eh bien, cette masse d'eau peut servir de système pour notre ensemble et pour notre système thermodynamique. Alors, ensuite, on va avoir deux choses qui vont intervenir. Alors, je ne vais pas mettre à chaque fois les titres parce que ça revient à donner les deux choses que je définis. Le milieu extérieur. Le milieu extérieur, le milieu extérieur à sigma, c'est tout ce qui n'appartient pas à sigma. Donc tout ce qui ne fait pas partie du système.
Donc à partir du moment où c'est pas dans la définition ici, c'est dans le milieu extérieur. Et donc ça simplifie pas mal la définition de l'extérieur. Et puis vous avez l'univers, avec un grand U. L'univers, c'est la réunion du système et de tout ce qui n'appartient pas au système. En fait, c'est le tout. Donc l'univers, c'est sigma, le système sigma, union l'extérieur, union le milieu extérieur. Et avec ça, vous avez tout l'univers. Ensuite, pour ce qui est des systèmes ouverts, fermés ou isolés. Donc on appelle un système ouvert, c'est un système qui est capable d'échanger de la matière avec le milieu extérieur. Donc système est dit ouvert s'il est capable d'échanger de la matière, et donc directement ça nous donne aussi que ça peut échanger de l'énergie, puisque la matière va partir ou venir avec une certaine énergie, donc capable d'échanger de la matière avec le milieu extérieur. Il faut voir que vous-même, vous êtes l'archétype d'un système ouvert, puisque vous êtes en train de respirer, et lors de la respiration, vous inspirez des molécules d'air qui vont ensuite circuler à l'intérieur de votre corps, et vous expirez d'autres molécules. D'ailleurs, une petite question que vous pouvez vous poser, est-ce que vous avez déjà remarqué que si jamais vous passez sur la balance le soir, puis le matin après une nuit de sommeil, pendant laquelle vous n'êtes pas passé par exemple aux toilettes, donc il n'y a pas eu de perte a priori de quelque sorte que ce soit, eh bien systématiquement vous allez être à peu près 400 grammes plus léger en moyenne. Je vous conseille, je vous donne comme petit travail de faire ça, de noter tous les soirs et tous les matins la différence de masse que vous avez, ou de poids, une fois que vous êtes pesé, entre la pesée du soir et la pesée du matin, en faisant attention de ne pas passer aux toilettes entre-temps pour ne pas fausser les résultats, et histoire de voir si effectivement, en moyenne, alors ça va changer, il y a des fois où vous serez plus lourd, des fois où vous serez moins lourd, mais en moyenne, sur le long terme, sur une trentaine de mesures, vous pourrez voir qu'il y a assez systématiquement une baisse, et essayer d'expliquer pourquoi. Et puis, bien sûr, une petite indication, c'est lié au fait que vous soyez un système ouvert. Donc, le système ouvert, il est capable d'échanger de la matière avec le milieu extérieur. Alors, en règle générale, quand on peut, on va éviter de définir notre système comme étant un système ouvert, histoire de ne pas avoir à traiter justement les pertes et les gains qu'il peut y avoir en termes de matière. Ça complique souvent un petit peu les choses. Bien sûr, si vous avez un système ouvert, vous pouvez définir un système dit fermé. Donc c'est un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, donc n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, mais il peut échanger de l'énergie. Donc toutes vos particules sont maintenues de manière hermétique dans une boîte, mais il peut échanger de l'énergie avec ce même extérieur. Et puis dernière chose, un système est dit isolé si il n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. N'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Donc là, on ne connaît qu'un seul système qui est vraiment isolé, c'est l'univers, puisque par définition, l'univers n'a pas d'extérieur, puisqu'il contient un tout, et donc il ne peut pas échanger de matière ou d'énergie avec l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est l'ensemble vide.
En revanche, on peut prendre des systèmes qui sont quasi isolés. Par exemple, vous prenez une bouteille thermos. Une bouteille thermos est censée limiter au maximum les échanges d'énergie qu'il peut y avoir avec l'extérieur et donc avoir ce qui est contenu à l'intérieur, enfermé à l'intérieur de la bouteille thermos, qui est le plus proche possible d'un système isolé. Voilà. Alors par contre, il existe des parois qui permettent, dans des systèmes qui permettent d'éviter les échanges notamment thermiques et vraisemblablement le fait qu'il n'y a pas d'énergie échangée avec le milieu extérieur, ça veut dire qu'on va avoir des parois qui sont athermanes, comme c'est un vocabulaire pas très usité, donc c'est le A privatif, avec un petit test parce qu'il y a plusieurs parois. Et donc ces parois-là, si on vous dit qu'on prend un récipient dans lequel on enferme un gaz avec des parois athermanes, ça veut dire que ces parois ne laissent pas passer l'énergie thermique sous forme de thermique au travers. Vous pouvez aussi dire que les parois sont adiabatiques. Alors, en pratique, adiabatique, ça va plutôt être normalement pour caractéristique d'une évolution qui se fait sans transfert thermique, mais par extension, on peut avoir tendance à dire que les parois sont des parois adiabatiques. Voilà. Donc, on a fait déjà ces deux petites définitions. Et maintenant, on passe à la délimitation du système. Quand vous définissez votre système dans un exercice, on vous dit, voilà, on considère tel système. Ben, en règle générale, ça va être important de vraiment dire ce qu'on prend, parce que ça peut changer pas mal de choses. Supposons qu'on ait une boîte, hein, comme ça, avec un petit goulot, et puis avec du gaz à l'intérieur. Quel système on prend? Ben là, j'ai plusieurs choix de systèmes possibles. Déjà, je peux dire que je prends comme système tout ce qui est à l'intérieur de cette frontière. C'est-à-dire, je définis une frontière qui est confondue avec les parois de la boîte, et je peux dire, choix numéro 1, que mon système, c'est ce qui est interne à la frontière. Donc, en l'occurrence, le gaz plus les parois. Les parois vont être internes à la frontière avec mon petit dessin. C'est un système qui est comment, celui-ci? Je vous laisse réfléchir 2 secondes par rapport à ce que je viens de définir. Si je prends des particules de gaz qui se baladent, là, hop, et là, vous voyez que j'ai laissé le truc ouvert, donc je peux avoir des particules de gaz qui sortent, et qui du coup sortent de la frontière. Donc là, en l'occurrence, c'est un système qui va être un système ouvert. Il peut y avoir des échanges de particules avec l'extérieur. Si maintenant, je prends comme système, c'est toutes les particules qui étaient à t égale 0 à l'intérieur de la frontière bleue. Donc là, en l'occurrence, comme j'ai de nouveau mis ma frontière légèrement plus grande que la paroi, ça prend en compte les parois. Mais maintenant, si je regarde à un instant t et que je redessine mon petit système, je vais avoir du coup des particules à l'intérieur, mais la particule qui aura réussi à sortir comme ça va maintenant continuer à faire partie du système. Bon, alors cette manière de voir est légèrement compliquée parce qu'il y a certes des particules qui vont peut-être sortir du fait d'une surpression à l'intérieur, mais il y en aura aussi qui vont essayer de rentrer. Et donc, il y a des particules qui ne faisaient pas partie du système qui vont être à l'intérieur, des particules qui font partie du système qui vont être à l'extérieur, notamment qui ne vont pas forcément être à la même pression. Donc ça, c'est un système
qui est fermé, mais pour lequel la pression n'est pas correctement définie partout. Pour lequel P et T ne sont pas forcément les mêmes partout. Donc en règle générale, quand on va constituer ou déterminer des systèmes, on va s'arranger pour prendre des systèmes pour lesquels la pression et la température sont correctement définies partout, ce qui va nous permettre de raisonner et d'obtenir des informations, d'utiliser certaines relations qui ne seraient pas possibles de faire. Donc il vaut mieux parfois prendre un système ouvert plutôt qu'un système fermé quand celui-ci ne va plus avoir la même température ou pression en tout endroit, en toute position du système. Bon alors, on s'est mis d'accord sur ce que c'était en gros mis d'accord sur ce que c'était qu'un système thermodynamique. Maintenant, il faut parler de l'état de votre système et notamment du fait que certains états sont particuliers et qu'on note ça un état d'équilibre. Un état d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de pression. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler état d'équilibre d'un système soumis aux seules forces de pression? Ce qui va être en règle générale notre pain habituel pour tous nos exercices. On va considérer un gaz, donc soumis uniquement à des forces de pression, et on va voir ce qui va se passer. Bon, ce qui nous intéresse, c'est que la pression et la température soient correctement définies et ne bougent plus. On va dire qu'on arrive à un état d'équilibre s'il n'y a plus d'évolution ni de la pression ni de la température et qu'à aucun moment il n'y a plus d'échange non plus avec le milieu extérieur, ni d'énergie, ni de matière lors de notre évolution. Donc un système thermo, ça va faire une grande phrase, un système thermodynamique est dit en équilibre thermodynamique lorsque son état thermodynamique je ne vais pas écrire thermodynamique à chaque fois en entier, mais l'état thermodynamique est stationnaire donc ça c'est le point important, c'est-à-dire lorsque ces variables d'état, les variables qui définissent l'état du système, lorsque ces variables d'état sont définies, donc il faut qu'elles soient bien définies et constantes au cours du temps. Et, parce qu'on peut avoir un tel système où la température et la pression est définie, où le système est stationnaire, c'est-à-dire ne change pas au cours du temps, mais pour lequel il y a des échanges, auquel cas on ne dit pas qu'on est en équilibre, parce que on est constamment, on est juste en régime stationnaire. Ce sera un autre aspect important de la thermodynamique, l'étude des régimes stationnaires, on ne pourra pas parler d'état d'équilibre. Donc, et s'il n'y a aucun échange, ni d'énergie, ni de matière, ni d'énergie, ni de matière, avec le milieu extérieur. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs points
à retenir. On dit qu'on est en équilibre thermodynamique si on est stationnaire. Ça, c'est relativement intuitif, c'est-à-dire si ça ne bouge pas. Et s'il n'y a rien qui peut bouger, par exemple si vous prenez un cours d'eau, vous regardez ce cours d'eau, l'évolution du cours d'eau, la vitesse en chaque point, la pression en chaque point, la densité vont être stationnaires, ne bougeront pas. En revanche, on va avoir des échanges de matière, puisqu'il y a de l'eau qui arrive et il y a de l'eau qui repart de l'autre côté. Donc ça ne pourra pas être un système en équilibre, il est constamment en déséquilibre, mais on pourra en dire des choses quand même avec l'aspect juste stationnaire. Bon, et ce qui va nous intéresser en thermodynamique, c'est l'évolution d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, parce qu'on a soudainement changé les contraintes. Vous avez rajouté un poids sur un piston, vous allez faire une réaction chimique, donc par exemple vous amenez une flamme dans un mélange qui est explosif, boum, vous avez votre réaction chimique, donc il y a une évolution, et au bout d'un certain temps, comme le proverbial obus du canon, le fût de l'obus du canon. Donc au bout d'un certain temps, vous allez avoir atteint un état d'équilibre. Et donc l'état d'équilibre est atteint, en règle générale, quand vous avez votre température qui est arrivée à une constante qu'on appelle température d'équilibre. La pression est arrivée à une constante qu'on appelle la pression d'équilibre. Et les deux conditions, donc ça c'est en règle générale pour les systèmes thermodynamiques habituels, donc avec les gaz, ça c'est ce qu'on appelle l'équilibre thermique. Assez logique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre mécanique, parce qu'en règle générale, c'est les déséquilibres de pression qui font bouger vos systèmes, hein, comme les turbines ou ce genre de choses. Donc là, vous avez l'équilibre mécanique qui est atteint, et pour la plupart des systèmes qu'on va nous considérer, l'équilibre thermodynamique est atteint quand les équilibres thermiques et mécaniques sont réalisés simultanément. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, si vous avez une réaction chimique lente à l'intérieur, vous pouvez avoir une évolution très lente et tout le temps être en équilibre thermique et mécanique avec le milieu extérieur, mais pourtant toujours en évolution. Mais pour nous, en physique, on n'aura pas ce souci-là. Ça sera pour la thermochimie pour l'année prochaine, en deuxième année. Alors, on va prendre un exemple et puis on va essayer de voir comment prendre en compte et traduire l'équilibre thermique et mécanique pour cet exemple. Alors, on va considérer un petit exemple relativement simple, mais qui va nous permettre d'introduire encore un nouveau vocabulaire. Voilà. Donc, on démarre avec une atmosphère qui a une pression P0, et puis le gaz qui va être notre système. Donc le système qu'on va considérer, c'est le gaz dans le récipient. Donc juste le gaz. Voilà, et puis le piston est de masse petit m, et vous avez ici des parois qui sont dites diathermanes. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des parois athermanes. Les parois diathermanes, c'est le contraire des parois athermanes. Ça veut dire qu'elles laissent passer les transferts thermiques. Alors, ça ne veut pas dire que instantanément la température de chaque côté va être la même, mais si vous lui laissez suffisamment de temps, à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir la même température de chaque côté. Donc ça, c'est l'état initial, qui est un état d'équilibre. Alors déjà, on va essayer de déterminer l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique. L'atmosphère est à une température T0, et donc on va pouvoir dire qu'il y a équilibre thermique, à condition que, comme les parois, dès qu'il y a une différence de température, il va y avoir un transfert thermique toujours de la partie chaude vers la partie froide. Donc on a équilibre thermique à partir du moment où la température T de notre système est égale à T0. Donc on connaît la température initiale de notre système. Pour l'équilibre mécanique,
Ben, ça veut dire qu'en fait le gaz est en équilibre mécanique avec le reste, il n'y a rien qui bouge. En l'occurrence, ça veut dire que le piston est immobile. L'équilibre mécanique, il me dit que le piston est immobile. Et pour avoir un piston immobile, il faut que lors de la relation fondamentale de la dynamique, m fois l'accélération, c'est-à-dire égale 0, soit égal à la somme des forces. Donc on fait la RFD sur EZ parce que je n'ai des forces que sur EZ qui s'exercent sur le piston. Il y a 3 forces. Il y a le poids du piston. Donc si je mets Z vers le haut, ça me fait du moins mg. Vous avez la force de pression qui est due à l'atmosphère. La force de pression due à l'atmosphère, elle va pousser vers le bas parce que le fluide est en haut et il pousse du coup vers le bas. Et donc, je vais avoir du moins P0 fois S, avec S la surface de votre piston. Et de l'autre côté, vous avez le gaz qui pousse vers le haut cette fois-ci, donc parce que le fluide il est en bas et il pousse vers la paroi qui est ici le piston, donc plus P fois S. Et étant donné qu'il y a équilibre, vous voyez qu'on n'en tire que la pression à l'intérieur de votre système, qu'on va appeler P1. Elle est égale à P0 plus mg sur S en faisant passer de l'autre côté et puis en divisant par la surface. Alors première chose, la plupart du temps dans les exercices, on va dire, on considère un piston de masse négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir négliger ce terme-là et donc avoir une pression à l'intérieur du gaz qui est égale à la pression externe, donc équilibre vraiment de pression directement. Mais vous voyez que si jamais vous rajoutez quelque chose, ou quelqu'un qui va exercer une force supplémentaire, bah c'est simplement vous rajoutez que le gaz à l'intérieur a une pression plus forte pour contrecarrer l'action de cette force supplémentaire qui s'écrit bien comme une pression puisque c'est une force par unité de surface, donc j'ai du mg sur S qui se rajoute dans le système. Donc là j'ai mon équilibre thermique et mon équilibre mécanique pour l'état initial. À l'état final, l'idée c'est je rajoute là-dessus une grosse masse M et je vais la poser sur le piston. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre masse qui appuie sur le piston, le gaz à l'intérieur se comprime et puis il y a un moment où il est tellement comprimé que la pression à l'intérieur va pouvoir compenser la force supplémentaire qui a été imposée et je vais avoir mon gaz qui est plus bas dans le piston, qui a du coup la masse M qui est là, hop, et qui va avoir une pression P2. Donc le système, c'est toujours le gaz à l'intérieur du récipient. L'équilibre thermique, étant donné que j'ai des parois diathermanes, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est-à-dire que lorsque vous allez comprimer le gaz, vraisemblablement, il va se réchauffer dans le sens sa température va augmenter. Cette augmentation de température va induire un transfert thermique entre le gaz et l'extérieur, entre là et là, puisque à l'extérieur, mon atmosphère reste à la pression P0 et reste à la température T0. Elle est tellement grande qu'en fait, le petit excès d'énergie que vous allez lui donner va se diluer partout, et donc vous n'aurez pas visuellement de changement de température. Donc vous avez ces deux choses-là qui restent constantes. La température change, mais si vous lui laissez suffisamment de temps, cette température va finir par revenir en équilibre thermique. Donc, on va avoir la température T2 qui va être égale, elle aussi, à T0. Donc là, du fait du choix des parois qui sont des parois diathermanes qui laissent passer les transferts thermiques, j'aurai au final une température qui sera de nouveau à T0, même s'il y a eu des moments lors de l'évolution où elle aura changé. Bon, et si je prends mon équilibre mécanique, maintenant je vais faire la RFD de nouveau, hein, ça va vouloir dire je serai en équilibre à condition que le piston est immobile. Donc je vais faire la RFD sur l'ensemble piston plus masse. Alors pourquoi piston plus masse?
parce que comme ça, l'interaction entre le piston et la masse, ça passe dans les forces internes et puis j'ai pas besoin de me poser trop de questions là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de nouveau qu'il y a équilibre. Donc m fois l'accélération, m plus grand m fois l'accélération va être égal à 0. Vous avez le poids de l'ensemble piston plus masse. Donc il y a du moins mg qui est le poids du piston et moins grand mg qui est le poids de la masse que vous avez rajouté. Donc il y a ces deux termes. Il y a bien entendu le gaz en dessous qui est en train de pousser sur le piston vers le haut, donc j'ai du plus P2 fois S. Et maintenant je me pose la question de quelle est la force exercée par l'atmosphère sur l'ensemble piston plus masse. Cette force-là, c'est de nouveau du P0 fois S. Pourquoi? Si je fais une vue du dessus, vous avez votre masse, allez hop, on va dire que c'est un poids comme les poids des anciennes balances de Roberval, bien rond comme ça que vous avez posé. Si je fais la vue du dessus, vous avez ici la surface du piston qui est à S moins cette surface-là, on peut appeler S0. Donc la pression qui s'exerce sur le piston, c'est P0 fois S moins S0. Et la pression, la force de pression qui s'exerce sur le haut de la masse, qui est comme ça bien droit, ça va être justement P0 fois le S0 en question. Quand je fais la somme des deux, il me reste P0 fois S et finalement il n'y a rien d'autre. Alors bien entendu, il y a une force de pression qui pousse la masse ici vers la gauche, une autre qui la pousse vers la droite, mais ces deux-là vont se compenser. Et on pourra montrer qu'en fait, toute force qui n'est pas directement vers le bas va se compenser, et dans la fin de T0 on trouvera même un théorème où si vous avez par exemple un dôme comme ça, avec une pression qui est uniforme au-dessus, la seule chose qui vous intéresse c'est la surface apparente vue du dessus, et c'est elle qui va vous permettre de calculer. Donc par exemple si vous avez une bille, ce qui m'intéresse c'est la section, une bille à l'intérieur d'un tuyau, ça va être P0 fois la section de la bille qui va être la force que va exercer la pression sur votre bille. Bon, si je mets mon P2 du côté gauche, et puis je multiplie par moins pour avoir un plus, puis pareil, ceux-là je les laisse du côté droit, mais je multiplie par moins et je divise par S, je me retrouve que P2 c'est P0 plus M G sur S. Donc en d'autres termes, votre pression à l'équilibre, ça va être P1 plus Mg sur S. Et donc, ça vous ramène un terme en pression qui est plus important du fait de l'ajout de cette masse. Et de manière générale, ces équilibres mécaniques, il faut que vous soyez capable de les écrire rapidement, simplement en regardant votre système. Et alors, toujours savoir d'où est-ce que ça vient. Ça vient de la relation fondamentale de la dynamique sur un objet qui ne bouge pas. Si cet objet est de masse nulle, ce terme-là va disparaître et puis vous avez l'équilibre direct. Mais il faut raisonner sur les forces qui vont s'exercer en plus dans votre système pour pouvoir obtenir l'équilibre de pression comme ça. Et donc vous devez être capable d'écrire ces équilibres de pression. Et les équilibres thermiques, ceux-là sont en règle générale plus faciles. S'il y a une paroi diathermane, c'est la température de l'extérieur. Si la paroi est athermane, là il va falloir trouver une autre manière de calculer la température finale. On sait que ça tend vers une température d'équilibre, mais on ne pourra pas connaître sa valeur, sauf à avoir d'autres informations. Par exemple, on verra plus tard ce qu'on appelle la formule de Laplace, qui permettra de regarder ce qui se passe lors d'évolutions qui sont comme ça adiabatiques. Alors avant d'introduire justement ce terme d'adiabatique, on va parler encore de vitesse d'évolution et de durée de relaxation. Vitesse d'évolution, durée de relaxation. C'est-à-dire qu'il va nous falloir un certain temps avant d'atteindre les équilibres, et justement en fonction de ce certain temps, les évolutions ne seront pas forcément les mêmes. Bon alors, en règle générale, vous allez pouvoir considérer que les équilibres de pression se font rapidement. Assez rapidement, c'est-à-dire que la pression s'adapte
rapidement aux nouvelles contraintes. Typiquement, en quelques secondes, si vous prenez un avion et qu'il y a une micrométéorite qui fait un trou dans la carlingue, ben, il va falloir quelques secondes, une dizaine de secondes maximum pour que la pression intérieure ait été changée pour faire être équilibré avec la pression extérieure, qui, je vous le rappelle, à 10 km de hauteur, si vous êtes dans un vol à long courrier, va être beaucoup plus faible. Alors bien sûr, ça va dépendre de la taille du trou. Vous faites un trou comme ça va prendre une fraction de seconde. Vous faites un tout petit trou, bah, il va y avoir une fuite, comme quand vous avez votre pneu de vélo et puis un tout petit trou, et donc la fuite se fait sur le long terme. Vous pouvez encore rentrer à la maison sans que la pression ait beaucoup varié. Mais avec un gros trou, l'équilibre de pression va en général être rapide. Pourquoi est-ce qu'il est rapide? Parce que justement, dans les exercices qu'on va pouvoir faire sur la pression et sur le modèle cinétique de pression, bah, ça va dépendre de la vitesse des particules dans le gaz. Et vous savez que la température ambiante, cette vitesse est de l'ordre de 500 mètres par seconde, donc c'est rapide. Et donc les particules, très rapidement, vont se rendre compte qu'il y a un trou et donc vont pouvoir passer au travers. Donc les équilibres de pression se font rapidement, donc ils pourront en général, on va quand même repréciser, même s'il est déjà dans la phrase là-haut, pourront en général être considérés comme quasi instantanés. Il faut vraiment que vous bougiez les choses bien plus vite que la vitesse, donc que vous soyez supersonique, pour que les équilibres de pression n'aient pas le temps de se faire. Si vous bougez un piston de manière supersonique, les molécules qui sont là vont se retrouver écrasées par le piston et n'auront tout simplement pas le temps d'aller prévenir les suivantes pour leur dire écoute, il y a une surpression qui arrive, prépare-toi, qu'ils vont se faire écraser aussi. Par contre, si vous le bougez tout lentement comme ça, les molécules qui sont là ont le temps d'interagir et de discuter avec celles qui suivent pour leur dire écoute, pousse-toi un petit peu, histoire que tout le monde se pousse en même temps. C'est le même principe si vous êtes en train de doucement écraser un système en diminuant la place disponible. Les gens vont se mettre pour se répartir, pour avoir à peu près la même distance entre les différentes personnes, alors que si vous faites arriver un train à grande vitesse, bah, la personne qui se prend en premier le train va se faire emporter par le train et les autres n'ont pas le temps de s'adapter. Donc c'est pareil au niveau moléculaire, hein. Vous pouvez avoir cette image en tête. Donc sauf cas vraiment très particulier, les équilibres de pression pourront être considérés comme quasi instantanés. Au contraire, les équilibres thermiques sont en général lents. Au contraire, les équilibres thermiques sont lents. Ils sont en général lents. C'est-à-dire que il faut plusieurs minutes pour être sûr d'avoir atteint l'équilibre thermique. Alors bien sûr, ça dépend du mouvement, de l'écart à l'équilibre que vous avez imposé, hein, si c'est un grand écart ou un petit écart. Quand vous sortez une tarte du four, bah, il vous faut bien un quart d'heure, 20 minutes avant qu'elle se rafraîchisse pour atteindre à peu près la température extérieure. Et même une tarte, en règle générale, vous devez attendre plusieurs heures avant qu'elle soit vraiment plus du tout chaude. Donc de la même manière, quand vous mettez un truc au frigo, il ne va pas instantanément prendre la température du frigo. Il lui faut un certain temps. Donc gardez en tête que les équilibres thermiques sont lents. Et du coup, la durée de relaxation, c'est justement le temps qu'il faut pour atteindre l'équilibre. Comme la durée de relaxation est grande, donc la vitesse d'évolution est lente, la vitesse est faible, vous allez pouvoir assimiler certaines évolutions à d'autres. Par exemple, vous prenez un pneu de vélo, donc vous prenez les anciennes pompes pour lesquelles vous devez bouger comme ça, ou vous imaginez un système de pompage. Lors du pompage, vous passez d'un volume qui fait ça à un volume qui fait ça pour votre gaz. Le gaz n'a pas le temps, physiquement pas le temps, même si la pompe n'est pas particulièrement isolante, n'a pas le temps de transmettre
son augmentation de température à l'extérieur. Donc le fait de le comprimer, ça va augmenter sa température, et cette augmentation de température va pas pouvoir se transmettre sous forme d'énergie thermique à l'extérieur, et donc vous aurez, en règle générale, vous pourrez assimiler cette évolution à une évolution adiabatique. Adiabatique, ça veut dire sans transfert thermique avec l'extérieur. Alors qu'en fait, il n'y a rien, vous n'avez rien fait de sorte que ce soit bien isolé thermiquement. C'est simplement tellement rapide devant les durées de relaxation que l'on peut le considérer adiabatique. Donc à chaque fois que vous avez un problème thermodynamique, il faut que vous fassiez votre modèle pour essayer de savoir si cette évolution peut être considéré comme étant avoir telle ou telle caractéristique, parce que dans telle ou telle caractéristique, on aura des théorèmes qui nous permettront d'obtenir des évolutions et des formules pour avoir ces différents modes d'évolution. Donc, justement, les différents modes d'évolution qui nous sont disponibles et pour lesquels il va falloir donner des définitions un petit peu précises. Alors, le premier mode d'évolution, ça va être une évolution adiabatique. Donc ça, c'est un terme qui est a priori inconnu de votre vocabulaire, parce que c'est un terme typiquement thermodynamique. Alors pour la peine, il n'y a pas de problème de se dire qu'il y a une définition dans le sens commun et une définition dans le sens scientifique. Là, il n'y a que la définition dans le sens scientifique. Donc c'est une évolution qui se fait sans échange d'énergie sous forme de transfert thermique. Donc évolution sans échange d'énergie. Alors pas d'énergie tout court, mais sous forme de transfert thermique. Donc sans transfert thermique avec l'extérieur. Ça c'est la définition globale. Alors le mieux c'est encore de marquer évolution sans transfert thermique vers l'extérieur. Alors le vert est un peu trompeur parce que le transfert thermique peut très bien venir de l'extérieur, donc on va plutôt dire avec. Après, on va de toute façon toujours définir les choses vers l'extérieur et dire que si jamais c'est l'extérieur qui vous donne un transfert thermique, vraiment, le transfert thermique que vous me donnez à l'extérieur sera négatif. Alors là, il y a un gros platane. Dans votre platane, c'est que une évolution adiabatique ne veut pas dire que l'évolution se fera à température constante. Il est vrai que la première chose à laquelle on pense dans la vie courante quand on veut changer, quand on veut changer une température, c'est de donner un transfert thermique. Ça ne nous vient pas à l'idée de changer une température en donnant un transfert mécanique. Pourtant, c'est ce qui se passe quand, par exemple, vous comprimez dans la pompe à vélo dont je parlais tout à l'heure, lors de la compression, vous avez un changement de température et pourtant, je viens de vous dire qu'on va pouvoir considérer cette évolution comme adiabatique. Donc, adiabatique n'est pas la même chose que isotherme. Adiabatique, ça veut dire pas de transfert thermique. Et le transfert thermique, il est noté Q en thermodynamique, donc rien à voir avec un facteur de qualité. Ce Q pour quantity of heat, donc quantité de chaleur. Alors le terme chaleur est à proscrire parce que maintenant on parle de transfert thermique, parce que justement le chaleur est trop connoté dans le langage courant. Donc, transfert thermique, Q égale 0. Il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur. Isotherme, ça veut dire que la variation de température est nulle. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Même si souvent on a une variation de température parce qu'il y a un transfert thermique, en thermodynamique, on va avoir beaucoup d'évolutions où le transfert thermique est nul, mais la température change. Et inversement, la température reste constante, mais grâce à un transfert thermique vers l'extérieur. Donc il va falloir faire attention. On va définir ce qu'on appelle une évolution quasi-statique. Quasi-statique,
ça veut dire que cette évolution, elle est lente devant les temps de relaxation ou les durées de relaxation dont on avait parlé tout à l'heure, donc les temps de relaxation du système. Et ça implique notamment que P, la pression et la température sont correctement définies à tout instant. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la vraie définition de quasi-statique. C'est difficile en thermodynamique de se mettre d'accord parce que les différentes personnes, on a tous une idée en gros de ce que ça veut dire quasi-statique. Mais dans le détail, sur des exercices théoriques particuliers, c'est toujours difficile de savoir. Une définition ne donnera pas forcément le même résultat que l'autre, alors que la plupart du temps, elles s'accordent. Donc, on va essayer de regarder en gros et puis de savoir faire les exercices les plus classiques grâce à ça. Donc, la pression et la température sont correctement définies à tout instant dans le système. Donc ça sera mon évolution quasi-statique. Après, alors, utiliser la petite place qui est ici, vous avez une évolution isobare. Isobare, c'est un terme qui dit que c'est une évolution à pression constante, c'est-à-dire que la pression du système reste la même tout au long du système, elle est bien définie et elle reste la même. Vous avez une évolution isotherme, donc ça veut dire à température constante. Ça veut dire à tout moment en fait. Le delta T, c'est pas suffisant. Isotherme implique delta T, donc en fait T égale constante, donc delta T égale 0, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plus contraignant que simplement delta T égale 0, puisqu'on peut avoir des évolutions telles que la température valait quelque chose au début et retourne vers la même chose à la fin. C'était le cas pour cette évolution, et pourtant cette évolution ne va pas être isotherme, parce que la température au milieu aura pu changer. Là, une évolution isotherme, c'est vraiment un truc à température constante, et puis vous avez un dernier terme, qui est une évolution isochore. Alors ça s'écrit isochore, mais ça se prononce isochore avec un H. Et cette évolution-là, alors le corps en question, alors déjà le bar, on pouvait se dire un bar, une pression, bon, pourquoi pas. Isochore, c'est en fait à volume constant. Donc le volume reste constant lors de l'évolution. Et l'évolution isotherme, ne pas oublier mon petit platane, c'est pas une évolution qui est adiabatique. Donc quand vous avez un adiabatique qui apparaît dans votre système, dites-vous que ça veut dire que Q est égal à 0. Il n'y a pas de transfert thermique. Quand en revanche on suppose que c'est isotherme, dites-vous qu'a priori il peut y avoir des transferts thermiques. C'est juste que ces transferts thermiques vont être compensés par une autre source qui va faire que la température globale de votre système ne va pas changer. Bon, donc ça c'était les différents modes d'évolution disponibles. On va maintenant parler des variables d'état de notre système. Les variables d'état d'un système thermodynamique. Alors, les variables d'état, ce sont les variables qui décrivent l'état du système. C'est-à-dire que on va modéliser notre système. Il suffit qu'on connaisse, par exemple, son volume, sa pression et sa température pour entièrement caractériser un gaz ou, en règle générale, un fluide. Donc, ce sont les variables qui caractérisent l'état du système. Si vous prenez un fluide, en règle générale, c'est la pression, le volume et la température, ça suffit. Si vous prenez un condensateur,
un condensateur, en règle générale, il est défini par sa charge. Il suffit de savoir combien il est chargé, ou sa tension, pour la peine, puisqu'il y a un lien entre les deux. Mais ça définit l'état de votre condensateur. Pareil pour une batterie, savoir quel est l'état de charge de la batterie suffit en règle générale, et puis savoir aussi une information sur la tension correspondante, ou le lien qu'il peut y avoir, ça peut suffire. Donc nous, en règle générale, on va traiter les fluides, et la plupart de nos exemples, pour nos variables d'état, ce sera la pression, le volume et la température. Alors dans ces variables d'état, vous en avez certaines qui peuvent être dites extensives ou intensives. Alors là encore, ce extensif ou intensif n'a rien à voir. Alors extensif, c'est pas très utilisé, mais intensif, c'est utilisé dans le langage courant et ça n'a rien à voir en thermodynamique. Alors, on va déjà donner les définitions de ces deux choses-là. Donc, quand on a une grandeur macroscopique qui est relative à un système thermodynamique, ça c'est important de juste le signaler, les grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état d'un système thermodynamique, macroscopique relative à un système thermodynamique sigma, elle se classe en deux catégories. Donc vous avez les grandeurs extensives. Alors ces grandeurs extensives, c'est celles qui sont gentiment additives. Si vous prenez deux sous-systèmes différents, que vous les mettez ensemble, la grandeur extensive correspondante, comme la masse, le volume, va être la somme des deux volumes en règle générale. Donc ce sont des grandeurs additives lors de la réunion de deux sous-systèmes. En règle générale, par exemple l'énergie, vous avez deux systèmes distincts, si tant est qu'ils n'interagissent pas entre eux, l'énergie, quand vous les mettez ensemble, il y a l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre. Si on prend une définition un peu mathématique, X, c'est la grandeur physique qu'on considère. On a sigma 1 et sigma 2, deux systèmes disjoints, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait un truc qui appartienne à l'un et à l'autre, parce que sinon vous allez le compter deux fois. Donc ça veut dire que sigma 1 inter sigma 2 est égal à l'ensemble vide. Donc si vos deux systèmes sont disjoints, on va pouvoir dire que X, c'est une grandeur extensive, si et seulement si vous avez justement que X de la réunion, de l'union des deux systèmes sigma, c'est égal au X du premier plus le X du deuxième. Ah non, oui, alors il faut que je ferme correctement une parenthèse justement. Donc c'est le X du premier système plus le X du deuxième système. Donc les exemples typiques pour les grandeurs extensives, c'est la masse, le volume, la charge. Vous prenez deux condensateurs, vous les mettez ensemble, la charge globalement se somme. Alors ça dépend un petit peu comment vous les mettez ensemble, mais globalement ça peut se passer comme ça. La quantité de matière. Une autre manière de voir, c'est si vous prenez un système, vous le coupez en deux, vous reprenez les deux moitiés, à ce moment-là, la quantité en question a dû être divisée en deux.
Si vous prenez une boîte, vous la coupez en deux, vous avez deux parts de volume égaux, qui est la moitié du volume de départ, deux parts de masse égale, qui est la moitié de la masse de départ, deux parts avec les quantités de matière égales, qui sont la moitié de la quantité de matière de départ, etc. C'est des exemples. Après, il faut regarder pour chaque système, mais en règle générale, c'est des exemples qui parlent assez bien. Alors, au contraire, vous avez des grandeurs intensives. Les grandeurs intensives, ce sont celles qui ne changent pas quand vous coupez le système. Donc, elles sont définies en règle générale en chaque point du système. Donc là, on revient à notre notion de pression qu'on avait vue dans le chapitre précédent, qui a une définition locale, définie en chaque point du système, et non additive. Si vous prenez 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius et un deuxième litre d'eau à 20 degrés Celsius, vous les mélangez ensemble, ça vous fait 2 litres d'eau à 20 degrés Celsius et pas à 40, ou même pas à 300, à 600 Kelvin si on prend les trucs en Kelvin. C'est hors de question d'additionner comme ça des températures. Donc vous avez en exemple la pression P qui dépend de l'endroit où on est, la température T, la concentration. Quand vous prenez un système chimique, la concentration d'une espèce chimique, si vous prenez la moitié du bécher, vous avez la même concentration dans les deux bouts de bécher que vous avez pris, dans le prélèvement et dans celui que vous aviez au départ. La masse volumique, qui est la masse divisée par le volume. Donc à la fois la masse et le volume sont des grandeurs extensives, mais le rapport des deux va être le même, puisque si vous coupez votre système en deux et qu'il était homogène, la partie de droite et la partie de gauche ont toujours la même masse volumique. Donc il y a plein d'exemples. Le potentiel électrique, c'est quelque chose qui dépend de l'endroit. Le champ électrique aussi, le champ électrique, il dépend de l'endroit où on est, il ne va pas changer. Donc si vous avez un champ électrique uniforme et que vous coupez votre système en deux parties, vous les séparez, il y aura le même champ électrique uniforme. Si vous n'avez pas coupé la source de son champ électrique, le potentiel électrique, puisque lui aussi il dépend de l'endroit où vous êtes, etc. Donc ça nous donne pour la définition d'une grandeur intensive, une grandeur extensive. Il va falloir réussir à trouver ça et notamment à savoir les manipuler, donc décider pour avoir une idée de comment décider si un truc est extensif ou extensif. Dites-vous, je prends mon système, si je coupe mon système en deux, est-ce que j'ai moitié moins de la quantité de chaque côté ou est-ce que j'ai la même chose, la pression à droite, la pression à gauche, ça va être la même, donc c'est une grande quantité intensive. Par contre, le volume de gauche, c'est la moitié du volume total, le volume de droite, c'est la moitié du volume total, alors que les pressions sont restées les mêmes par rapport à la pression initiale de votre système avant que vous le coupiez. Alors, quelques propriétés. Vous vous souvenez que le physicien adore les histoires d'homogénéité. Là, on va avoir de l'homogénéité en plus. On ne peut additionner que des grandeurs de même nature. On ne peut pas additionner une grandeur extensive et une grandeur intensive. Ce n'est pas une question de dimension, même si logiquement une grandeur intensive ne peut pas avoir la même dimension qu'une grandeur extensive. Mais on ne peut pas mélanger de l'intensif et de l'extensif. Donc on ne peut additionner que des grandeurs de même nature. Donc en d'autres termes, intensif plus intensif, ça va, extensif plus extensif, ça va, mais intensif plus extensif, ça va pas du tout. Donc intensif plus intensif, ok, extensif plus extensif, ok, intensif plus extensif, bip. Ça va pas. Ensuite, quand vous faites intensif multiplié par extensif, ça vous avez le droit de faire, c'est quelque chose qui va être extensif. Oui, si vous avez ça qui est divisé par 2, alors que ça c'est inchangé quand vous divisez le système par 2, le
produit va aussi être divisé par 2. Extensif ou extensif, on ne sait pas ce que c'est, ça fait de l'extensif au carré, donc du coup c'est pas extensif. Là par exemple, l'exemple type de ce truc-là, c'est le produit PV. P c'est intensif, V c'est extensif, PV ça reste une quantité qui est extensive. Quand vous faites de l'extensif divisé par de l'extensif, c'est intensif. C'est-à-dire que ça ne dépend pas. Quand on divise celui-là par 2, quand on divise le système par 2, lui est divisé par 2 et lui aussi, le rapport des deux reste identique, donc il n'a pas changé lors de la division du système. Typiquement, vous avez la masse volumique, qui est intensif comme rapport de deux quantités extensives. Si vous prenez l'inverse d'un intensif, c'est toujours intensif. Si vous prenez V qui est le volume massique, c'est-à-dire l'inverse de la masse volumique, le volume par unité de masse, c'est aussi intensif. Et puis vous pouvez comme ça manipuler les diverses quantités pour avoir un certain nombre de propriétés intéressantes. Alors, quelque chose que vous devez savoir faire, c'est si on vous donne une équation d'état qui est valable pour une mole de produit, il faut savoir la trouver pour n mol. Donc on donne une relation valable pour une mole du système. Il faut trouver comment elle se généralise pour n mol. A priori, il y en a plusieurs. Alors, là c'est facile, il y a un algorithme. Première étape, repérer toutes les grandeurs extensives, tous les x extensifs dans la relation qui est exprimée pour une mole. Étant donné que vous travaillez pour une mole, la relation reste valable si on remplace x par xm, ce qu'on appelle sa quantité molaire, donc sa grandeur molaire associée. La définition générale de x molaire, c'est le x pour n mol divisé par le nombre de moles. C'est donc le nombre ramené à une mole. Étant donné ici, on travaille pour une mole, n vaut 1, donc x est égal à xm dans la relation qu'on vous a donnée. Bon, on remplace maintenant les xm par x sur n, c'est-à-dire que si je veux avoir pour n mol avec n différent de 1, j'aurai la relation pour n mol. Alors, exemple. Pour une mole de gaz parfait, on a PV égale RT. Ah oui, j'ai remplacé PV égale NRT, j'ai remplacé N par 1, mais seulement je vous donne juste celle-là. Bon, celle-là, vous la connaissez, donc c'est relativement facile. Donc on dit, j'utilise les X extensifs. Les X extensifs, là-dedans, il n'y a que le volume. P c'est intensif, T c'est intensif, R c'est une constante. Ça ne dépend pas de la taille du système. Donc je remplace, en fait, ma vraie relation, c'est P avec le volume molaire qui est égal à RT. Donc on aurait dû le noter comme ça, puisque j'ai pris une mole, le volume correspondant correspond à ce que j'appelle le volume molaire. Je remplace le volume molaire par sa définition générale qui vaut V sur N, et donc je me retrouve avec PV égale NRT. Chouette, j'ai retrouvé la loi des gaz parfaits. Alors là, c'est pas trop dur, on la connaissait déjà. Alors, plus difficile, la relation, pour un autre exemple, dite de Van der Waals, c'est un néerlandais,
qui a beaucoup travaillé sur les gaz. Pour une mole de gaz, dit justement de Van der Waals. Cette relation s'écrit pour une mole P plus A sur V carré multiplié par V moins B égale ART avec A et B des constantes. Bon, donc on a les deux, notre A, notre B, et on veut essayer de déterminer, ça c'est des constantes, et puis on veut essayer de retrouver l'équation qui est vraie pour n mol. Dites-vous, ben voilà, en fait, j'ai pas une mole de gaz, j'en ai deux. Comment est-ce que ça change? Bon, on commence par repérer les grandeurs extensives. Là, de nouveau, sur P, V et T, P et T sont des grandeurs intensives, il n'y a que V qui soit extensif. Donc je remplace par A sur volume molaire au carré, facteur de volume molaire moins B sur RT. Si la personne avait été correcte quand vous avez donné cette équation, c'est ça qu'elle aurait dû écrire. L'équation pour une mole. Sauf que quand on dit pour une mole, on sabre les petits thèmes, c'est fatigant à écrire, et on donne l'expression, c'est valable quand V correspond à une mole de gaz. Bon. On remplace maintenant par V sur N. Donc j'ai V sur N au carré, facteur de V sur N moins B, qui est égal à RT. Là, à l'intérieur de cette parenthèse, j'ai du N carré A sur V carré. Et là, maintenant, je vais multiplier ici par N, ici par N. Donc je le distribue dans une des deux parenthèses, je n'ai pas le droit de le distribuer dans les deux. Et donc là, je me retrouve avec du V moins NB qui est égal à NRT. Vous remarquez qu'il y a une pression, il faut un truc qui ressemble à un volume et est égal à NRT, ça ressemble quand même beaucoup à la loi des gaz parfaits, parce que là, il va falloir quand même que dans une certaine limite, on retrouve cette loi des gaz parfaits, c'est normal. Vous voyez que VB, on a automatiquement son unité, c'est en mètres cubes par mol, puisqu'il faut que ça NB, ça nous donne des mètres cubes, et que A, de nouveau, ça va être des pascals, multiplié par des mètres à la puissance 6, c'est un volume au carré, il faut qu'en divisant par un volume au carré, j'obtienne des pascals, et divisé par des moles carrés. Donc ça me permet de retrouver les expressions. Alors, encore un exemple. Un petit dernier pour la route, et celui-là, je vous laisse le faire. Vous prenez 2 minutes. Donc, on suppose que l'énergie interne, donc ça c'est de l'énergie interne, qui est une grandeur extensive. L'énergie interne d'un gaz suit cette loi-là, 3,5 de RT moins A sur V, avec A une constante, en fait c'est la même que la constante de. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe pour une mole de gaz. Donc, 30 secondes, hop, vous me faites ça. Ok, vous avez fait. Hein. Donc maintenant, je le corrige. Donc il suffit de chercher les grandeurs extensives. Les grandeurs extensives, il y a le volume, donc je mets mon petit indice M pour molaire, je passe en grandeur molaire, et l'énergie interne, qui est elle aussi extensive, d'après ce que je vous ai raconté ici. La température, elle est intensive, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai du U sur N, qui est égal à 3,5 de RT, moins A sur V divisé par N. Je multiplie par N, et finalement j'ai l'énergie interne de mon système qui va être égale à 3,5 de NRT, ça c'est le bout qu'on reconnaîtra qui sera dû au gaz parfait, et moins, alors les N ne se simplifient pas, ils se multiplient N carré A sur V, et si on fait des exercices un petit peu plus avancés, on verra que ce N carré A sur V carré est relié à ce N carré A sur V qui est à cet endroit-là. Voilà, donc comment utiliser ces histoires-là et obtenir des informations sur des relations qui sont a priori données sur plusieurs moles. Alors, si on fait maintenant
un bilan. L'an prochain, vous ferez des bilans de quantité de mouvement, bilan d'énergie. Donc le terme bilan va avoir un sens aussi précis en physique. C'est l'histoire de savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de notre système. Donc si on fait un bilan de grandeur extensive, on ne peut toujours en faire que sur des grandeurs extensives. Ça n'a pas vraiment de sens de faire un bilan de grandeur intensive. Donc ça sera revu en détail l'an prochain. Mais globalement, si vous avez un système qui est là et une grandeur x qui vous intéresse, donc x c'est ma grandeur extensive que je veux considérer. Grandeur extensive associée au système. Bon, alors, quand je veux regarder la variation de x entre deux instants, c'est-à-dire x entre T2 et T1, c'est-à-dire la valeur qu'avait x après, moins la valeur qu'elle avait avant. Ben, pour quelle raison x pourrait changer? Déjà, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui entre. Donc s'il y a quelque chose qui entre, je vais avoir une augmentation de x. Je ramène par exemple de la quantité de matière, parce que j'ai un tuyau et puis j'ai la quantité de matière qui rentre dans le système. J'ai aussi une quantité qui peut sortir. Donc à ce moment-là, ça veut dire que ma variation devrait être négative s'il n'y a que des trucs qui sortent, donc je vais soustraire la quantité qui est sortie. Pour quelle raison ça peut aussi changer? À l'intérieur, il peut se passer des choses. Par exemple, si je prends la quantité de matière, que vous avez un A et un B qui se remettent dedans pour faire une molécule AB, la quantité de matière a été divisée par 2 lors du passage. Donc, il peut y avoir du X qui est consommé et du X qui est créé. Au contraire, j'avais une molécule AB qui s'est transformée en A et en B, donc j'ai créé de la quantité de matière. Donc il faut que j'ajoute ce qui est créé et que je soustrais ce qui est consommé. Finalement, là, c'est des comptes d'apothicaire, mais je me pose juste la question de qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir. Et donc, quand vous faites de manière générale, il n'y a que rajouter du X, soit en le faisant rentrer, soit en le créant à l'intérieur, et l'enlever, soit en le consommant à l'intérieur, soit en le faisant ressortir. Si X est conservatif, ça veut dire ne peut pas être créé ou consommé. C'est bien le problème de l'énergie. C'est qu'on ne peut pas créer de l'énergie, on est obligé de faire avec ce qu'on a, donc on ne peut que la transformer. Et donc, au bout d'un moment, si on n'en a plus, si on a tout transformé, si revenir en arrière, ça ne nous arrange pas, ça veut dire qu'on a un problème énergétique à ce niveau-là. Donc si X est conservatif, X créé est nul, X consommé est nul, donc vous aurez que ça ne peut varier que parce qu'il y a des choses qui rentrent, qui augmentent le X de mon système, ou qui sortent, donc qui diminuent le X de mon système. Et si en plus vous avez un système fermé, sans échange, donc si X est conservatif, donc ne peut être ni créé ni consommé, et qu'il n'y a pas d'échange de X, sans échange de X, à ce moment-là, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Vous allez pouvoir dire que la variation de X est nulle. Ce qu'on a fait en mécanique jusqu'à présent, quand je disais que l'énergie mécanique était conservée, je voulais dire que en fait, il y avait rien, elle pouvait ni être créée ni être consommée. Donc delta X delta EM était égal à 0 parce qu'il n'y avait personne qui m'injectait de l'énergie. Par contre, si vous prenez un système, par exemple, avec un ressort, et que vous secouez ce système, le ressort commence à bouger, alors même que normalement c'est un système conservatif, l'énergie mécanique change, parce que j'introduis de l'énergie en agitant mon ressort. Bon, et puis alors là, j'ai juste besoin, pour finir, c'est un peu à part, dans ce chapitre, j'ai besoin de certains ordres de grandeur.
de rappeler certains ordres de grandeur parce qu'on ne vous pardonnera pas de ne pas les avoir en tête dans les exercices. Du vert. Hop. Donc ces ordres de grandeur, l'idée c'est pour avoir la masse volumique de l'air sous un bar et T habituel, T usuel. Là, on a montré dans le dernier chapitre que la masse volumique, pardon, c'est un ρ, ça s'écrivait MP sur RT, donc j'étais reparti du PV égale NRT, la masse volumique, le N faisait intervenir le petit M sur V c'est ρ, et je remplace. Et c'était de l'ordre, donc en faisant l'application, on trouvait 1,2 kg par mètre cube. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de l'ordre de 1 kg par mètre cube. On prenait tout un mètre cube. Un mètre cube, c'est grand, hein, c'est à peu près ça. En taille, tout un mètre cube d'air, vous avez à peu près pour 1 kg d'air à l'intérieur. Alors, vous pouvez en déduire le volume massique. Alors, le volume massique... En règle générale, les quantités massiques en thermodynamique, on écrit la même lettre mais en minuscule. Donc on va l'écrire petit v comme ça, rien à voir avec une vitesse. Mais le volume massique, par définition, c'est le volume divisé par la masse du système. Et donc en l'occurrence, c'est l'inverse de la masse volumique. Donc il est de l'ordre de 1 mètre cube par kilo. Si vous prenez 1 kg d'air, ça occupe à peu près 1 mètre cube. Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez avoir dans les deux sens. Au contraire, la masse volumique de l'eau, celle-là vous la connaissez normalement, déjà dit plusieurs fois, ρ c'est 1 kg par litre. Bon, sauf que le litre, c'est pas l'unité du système international. Donc c'est donc 1 kg par décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est un millième de mètre cube. Donc c'est 10 puissance 3 kg par litre. Si vous prenez 1 mètre cube d'eau, cette quantité-là, et que vous la laissez tomber, c'est une tonne. Ça vous fait une tonne d'eau, ce qui est relativement important, donc à ne pas trop se prendre sur la tête. Inversement, le volume massique de l'eau, donc c'est 1 sur le ρ de l'eau, ça va être 1 litre par kilo, ou alors 10 puissance moins 3 mètres cubes par kilo. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qu'il vaut mieux avoir en tête.